Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de mi-année sur l'univers global macro chez Sony et plus particulièrement sur notre fonds Sony Patrimoine 2.0. Donc, moi je suis Christophe Tapia, je suis le fondateur de Sony Asset Management. On va animer cette présentation avec Étienne, le gérant du fonds. Alors vous êtes très nombreux connectés, donc ça nous fait évidemment bien plaisir. Alors comme d'habitude, vous connaissez cet exercice, vous avez un petit onglet en bas à droite marqué questions, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Et pour déjà en préambule en répondre à deux ou trois, évidemment vous recevrez dans la foulée de la présentation et du webinaire la présentation, les slides, le replay. Donc tout ça sera à votre disposition dans la foulée de ce webinaire qu'on va animer avec Étienne. Alors beaucoup de questions se posent évidemment sur le fonds, qui a connu une très belle performance l'année dernière en 2022. Voilà, on était ravis. Alors la performance est beaucoup plus décevante cette année, donc on va occulter avec Étienne aucune question, on va occulter aucun élément et on va faire ce qu'on sait bien faire chez Sony, c'est-à-dire être totalement transparent et vous expliquer où on en est aujourd'hui et surtout vous apporter un peu de prospective, parce que finalement, regarder dans le rétroviseur, c'est une chose. On va le faire, bien évidemment, pour que vous compreniez assez bien là où on en est, et finalement, là où le bas a pu blesser. Et puis, l'idée, c'est de vous apporter un peu de prospective pour voir un petit peu quels sont l'univers dans lequel on évolue aujourd'hui, parce que ça, c'est un point important. Et puis surtout, l'univers dans lequel on pense évoluer dans les prochains mois, parce que c'est ça qui est le plus important, et de voir finalement quels sont les scénarios qu'on envisage et comment on va traiter tout ça. Voilà. Donc, ça devrait prendre autour de 35-45 minutes en fonction des questions-réponses. Donc, bien évidemment, moi, je relayerai les questions soit au fil de l'eau, soit en fonction, bien évidemment, il y aura beaucoup de choses qui vont être déjà dites. Donc, on attendra à la fin, sinon, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être là. Étienne, je te laisse la main, je te laisse dérouler les slides et puis on amène tout ça au fur et à mesure. Ok, merci Christophe, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le gérant du fonds depuis fin 2019, début 2020. Le fonds Sony Patrimoine 2.0 donc a apporté son lot de succès les années précédentes et subit cette année une très forte contre-performance qu'on va expliquer. L'objectif de l'exercice, c'est sûrement pas ou du moins, c'est vous présenter des éléments explicatifs et de ne pas se cacher derrière nos responsabilités. Donc, on va commencer donc par un rappel des principales lignes directrices du fonds et de son process. Et puis, avant de détailler les raisons de la contre-performance et d'essayer de se projeter vers la suite, l'avenir. Donc, l'avenir, c'est-à-dire les thèmes du fonds, le déploiement des idées et des stratégies qui, nous l'espérons tous, vous comme moi, vont permettre de remonter la pente. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer dans les moteurs du fonds, quelques rappels avant de rentrer dans le vif du sujet sur le principe de ce fonds patrimonial 2.0, qui n'est pas un fonds comme les autres, qui est plutôt un fonds global macro dont l'objectif est de procéder non pas à une allocation traditionnelle par classe d'actifs avec des actions, des taux, éventuellement des devises, le tout dans un souci d'optimisation du portefeuille, mais qui procède plutôt à une optimisation par le choix de thèmes macroéconomiques de moyen terme identifiés par la gestion. Donc le principe du fonds, c'est pas tellement de faire une allocation par classe d'actifs traditionnelle, mais une allocation par thème. Un thème étant une grande idée structurelle qui peut durer entre 6 mois et plusieurs années. Donc il ne s'agit pas d'un fonds monétaire, il ne s'agit pas d'un fonds diversifié, mais d'un fonds patrimonial ou à objectif patrimonial avec des budgets de risque qui peuvent être faibles ou importants selon l'environnement de marché et selon le degré de conviction que j'ai dans les thèmes. L'objectif de ce fonds est aussi d'apporter une réponse à un environnement de gestion qui est en pleine mutation,
et un environnement macro qui est en pleine mutation du fait de l'émergence du Covid, de nouveaux paradigmes liés à la déglobalisation et évidemment de ce grand thème qui structure l'action des prix depuis maintenant presque 3 ans, qui est la survenance de l'inflation. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que le fonds investit non pas sur des idées à court terme, non pas non plus sur une allocation par briques d'actifs, mais sur des thèmes plutôt de moyen terme qu'on essaye de porter malgré la volatilité des marchés financiers. Et on verra que parfois c'est possible de porter les thèmes, et parfois il faut en sortir. Donc, comment on procède pour ça? Eh bien, on a un budget de risque qui est assez élevé, qui se matérialise par une plage de sensibilité qui peut être positive ou négative. Qu'est-ce que ça veut dire la sensibilité positive de plus 10? Ça veut dire que pour 1%, pour 100 BP de variation des taux d'intérêt, quel que soit le point sur les taux sur lesquels on s'exprime, sur les taux 1 an ou sur les taux 30 ans, pour 100 BP de baisse des taux, le fonds peut gagner 10%. C'est ça que traduit la sensibilité positive que vous connaissez tous très bien. A contrario, la sensibilité négative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque on estime que les taux peuvent monter, eh bien, on se place en sensibilité négative dans une enveloppe qui peut aller jusqu'à -6. Et qu'est-ce que ça veut dire ce -6? Ça veut dire que si les taux remontent de 100 BP en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, selon la zone sur laquelle on s'est exprimé, eh bien, le fonds va gagner 6%. Remontée des taux en sensibilité négative, on gagne 6%. Baisse des taux en sensibilité positive, on peut gagner jusqu'à 10%. Donc, on touche du doigt aussi que si les taux baissent et qu'on est à -6, alors le fonds perd 6%. La limite globale de volatilité qu'on se fixe pour le fonds, c'est une enveloppe qui est assez élevée, hein, et la limite maximale est de 12%. Donc ça veut dire que le fonds peut subir des fluctuations de plus ou moins 12% sur un an en termes de limite. Et en tout cas, c'est notre objectif. Donc, par moment, cette limite peut être dépassée du fait de la variation des marchés financiers. Par moment, parce qu'on a limité le risque du fonds, eh bien, la volatilité sera embarquée, sera plus faible. L'objectif de performance du fonds n'a pas changé. Il s'agit d'un fonds qui est géré en performance absolue et qui, donc, à ce titre-là, n'a pas d'indice relatif à la performance des marchés actions ou la performance des taux d'intérêt, mais l'objectif est exprimé de manière absolue contre ce qu'on appelait avant l'EONIA, qui a été remplacé aujourd'hui par l'Ester, qui est le taux sans risque de la zone euro, plus 220 BP annualisé. Pour faire tout ça, et comment on s'exprime? Eh bien, on utilise l'ensemble des classes d'actifs au-delà des classes d'actifs traditionnelles. Donc, les classes d'actifs traditionnelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les actions et les taux d'intérêt. Vous connaissez ça très bien. Le fonds s'exprime de manière plus ambitieuse via les devises de bonne qualité de préférence, et puis les matières premières et les métaux précieux. L'objectif que l'on cherche à s'attribuer, c'est la recherche d'une solution décorrélée. Donc la décorrélation, ça marche, il faut la comprendre en fait quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. C'est-à-dire que essayer de comparer la performance du fonds à la performance des marchés actions, ça n'a pas vraiment de sens puisqu'on cherche justement à se décorréler. Donc le fonds a pour vocation de faire de la perf quand les marchés montent, mais également quand les marchés baissent, sur une durée qu'on souhaite être une durée de 3 ans. Donc ça veut dire que, en moyenne, l'objectif du fonds est de vous rendre de la perf, de vous servir de la perf sur un horizon de 3 années, et donc il faut se mettre en capacité de pouvoir porter les risques du fonds pendant 3 ans. Alors, on va revenir effectivement sur
les performances, et en particulier la mauvaise performance de cette année, on ne va pas s'en cacher, le contexte de marché qui a rendu possible cette mauvaise performance. Et là, je vous emmène tout de suite sur ce slide dans lequel on a montré les performances mensuelles du fonds depuis le début de l'année 2020, qui correspond à la période à partir de laquelle le process du fonds est véritablement changé et les moyens sont donnés à l'équipe pour que ce process soit mis en place. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'année 2020 fut une année moyenne, même si elle cache une très forte accélération à partir de la mi-mars, que l'année 2021 fut positive, que l'année 2022 fut très positive et que l'année 2023 est très, très négative. Évidemment, ça c'est le constat qu'on fait tous et qui est très clair. Je vous invite à aller plus loin que ce constat et qui est de considérer que sur l'année 2023, où se produisent des chocs successifs entre mars et juin sur les marchés financiers et sur le fonds, sur l'année 2023, ce qui est exceptionnel, ce n'est pas tellement l'amplitude des variations mensuelles, donc moins 6,74, moins 4,5, moins 2,70, moins 4,80, ce n'est pas tellement l'amplitude de ces variations qui sont exceptionnelles, c'est la séquence. C'est-à-dire qu'en 2023, cette répétition de chocs négatifs, c'est ce qui véritablement est exceptionnel. Et pourquoi je vous invite à penser ça? Parce que on a déjà réalisé dans le passé des chocs positifs d'une telle amplitude, plus 4 en avril 2020, évidemment dans des conditions extrêmes, mais on est dans des conditions extrêmes en 2023, plus 4, 32 en novembre 2020, plus 6 en février, même plus 7 en février 2021, plus 5 en novembre 2022, etc. On a déjà aussi réalisé dans le passé des performances négatives. Je passe bien sûr le moins 11, mais moins 3 en avril 2021, quasiment moins 3 en octobre 2020. Donc des variations négatives qui sont homogènes avec les variations négatives de l'année 2023. Elles sont plus fortes en 2023, certes, pas nécessairement plus fortes hormis le mois de mars. Elles sont homogènes en amplitude, mais surtout ce qui est exceptionnel, c'est cette répétition de 4 mois successifs. Et donc, si c'est exceptionnel, on peut penser que ce sera réservé à cette triste période et qu'on va pouvoir tirer la page et revenir à une distribution des performances mensuelles plus homogène avec ce qu'on a pu faire dans le passé. Donc, ce n'est pas tellement les chocs mensuels et la taille de ces chocs qui est exceptionnelle, c'est vraiment la répétition entre le mois de mars et le mois de juin. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi ça s'est produit et pourquoi on estime que le pire est derrière nous. Un petit rappel avant, qui est que malgré la très forte déconvenue, que je ne cherche pas à cacher, la performance du fonds sur 3 ans reste positive. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas rentré au plus bas, on a conscience, tout le monde n'est pas rentré au plus bas sur le fonds. Néanmoins, pour le moment, on reste dans l'enveloppe de ce qu'on a promis, c'est-à-dire une perf positive sur 3 ans glissants. Même si le choc de cette année est absolument considérable et exceptionnel, on estime que on peut tourner la page, on va pouvoir tourner la page et on va pouvoir se projeter dans quelque chose de plus positif dans les mois et les années qui viennent. Pour comprendre ces chocs successifs sur l'année 2023, il faut repartir des thèmes du fonds tels qu'il était positionné en début d'année et tels que je vous les avais expliqués. 3 thèmes structurants. Le fonds n'investit pas par classe d'actifs, il investit par thème. 3 thèmes structurants. La resynchronisation progressive des banques centrales qui était notre premier thème.
au travers notamment de ce qu'on pensait être assez évident, à savoir la normalisation de la Banque centrale du Japon. Vous savez que la Banque du Japon continue sa politique de taux zéro et continue son contrôle de la courbe des taux pour les empêcher de monter. On estimait en début d'année que la normalisation était imminente. Sur ce point-là, on n'a pas raison. Le timing est clairement pas bon. La Banque centrale continue à ne pas normaliser, même si le dénouement approche. Poursuite du resserrement de la BCE, là-dessus, on ne s'est pas trompé. Assouplissement prévisible de la PBOC. La PBOC, qu'est-ce que c'est? C'est la Banque de Chine. Là-dessus, on ne s'est pas vraiment trompé. Donc sur ce premier thème, celui qui nous a pénalisé, c'est celui de la normalisation de la Banque centrale du Japon, mais c'est pas le seul. Notre deuxième thème était la réouverture de la Chine, avec un impact qu'on qualifiait de modéré sur la croissance mondiale. Souvenez-vous, en début d'année, les investisseurs se sont jetés sur les actions chinoises et ça n'a pas été suivi malheureusement d'effet, en tout cas pour ces actions chinoises elles-mêmes. On en arrive au troisième thème. C'est ce thème qui a fait l'originalité du fonds en début d'année, l'originalité de son positionnement et qui, par malchance, provoque certes sa grandeur, mais sa décadence en premier lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce thème du grand salto? Ce thème du grand salto, c'était la vision selon laquelle, contrairement aux anticipations de marché, la Fed n'allait sûrement pas baisser ses taux cette année. Le pivot de la Fed était une hérésie et que la désinflation immaculée était une hérésie également et qu'on aurait cette année à la fois une réaccélération du cycle économique sur fond de cycle américain extrêmement résilient, une réaccélération des hausses des taux et pas du tout des baisses de taux, du fait d'une inflation qui reste collante et qui n'arrive pas à revenir vers la normale. Si on se souvient, en début d'année dernière, un certain nombre d'économistes qualifiaient l'année 2023 comme étant l'année du retour de la déflation, l'année du retour des taux zéro, l'année du retour des Goldilocks. On s'est inscrit en faux contre ce mantra et en faux contre la baisse des taux. Ceci s'est traduit en termes de positionnement par une duration extrêmement négative sur le fonds SPD. Donc un positionnement à la remontée des taux d'intérêt et non pas à la baisse des taux d'intérêt, exprimé au travers du maximum de notre enveloppe de risque possible et du maximum de notre duration négative possible. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit, tout le monde n'en a pas conscience et c'est pour ça que je me permets de revenir brièvement dessus. Il s'est produit un choc sur les taux d'intérêt qui est sans précédent. Il faut remonter à 1986 pour voir un choc d'une telle amplitude sur les taux américains en particulier. Qu'est-ce que j'essaye de vous montrer sur le chart de gauche? C'est l'amplitude des variations journalières du taux 2 ans américain et je remonte jusqu'à 1998. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'amplitude de la variation des taux d'intérêt a atteint en mars 2023, ici, un niveau de supérieur à 70 BP. On a eu plusieurs journées pendant lesquelles les taux ont varié en intraday de 70 BP dans la journée. On ne parle pas sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. C'est dans la journée, vous avez une fluctuation de taux d'intérêt de 70 BP. Ce 70 BP, il est à comparer à une moyenne historique qui est de 6 BP. On ne la voit pas vraiment ici tellement elle est cachée, mais la moyenne historique sur cette période qui va de 1998, la moyenne historique de la variation intraday des taux d'intérêt est de 6 BP. Le choc SVB et ses répétitions au travers de Crédit Suisse, Signature Bank, First Republic a amené sur quelques journées entre mars et mai des variations qui sont de 12 fois supérieures à la moyenne depuis 1998. Et
cette variation-là, elle est supérieure au choc Lehman, elle est supérieure, et elle est supérieure à tout ce qui s'est produit avant Lehman, en particulier pendant les années 98, qui correspondent aux années de grande crise sur les marchés financiers liées au choc LTCM et au choc sur les pays asiatiques. En réalité, plus on va dans l'historique, plus on constate ce même scénario. Ce qui s'est produit cette année ne s'est jamais produit dans le passé. Il faut remonter à 1980, à peu près, précisément même, pour trouver un choc pareil, qui est supérieur à Lehman Brothers. Ici, qu'est-ce qu'on a fait sur le chart de droite? Ici, j'ai compté le nombre de fois, c'est une autre manière de voir les choses, le nombre de fois où un choc de 70 BP en intraday s'est produit dans le passé. On a le choc SVB, donc ça s'est produit une fois, et dans le passé, ça ne s'est jamais produit, voilà, tout simplement. Donc le nombre d'occurrences depuis 1998, il est de 0, il faut remonter à 1987 pour retrouver une occurrence et une volatilité sur les taux qui soit comparable. Ce n'est pas une excuse. Je ne cherche pas à m'excuser, je cherche à vous expliquer ce qui s'est passé et les raisons d'une telle sous-performance du fonds cette année. Ici, je vais vous demander un tout petit peu plus d'attention. On rentre légèrement plus dans le détail pour essayer de toucher un peu plus du doigt ce que fut cette période du mois de mars en particulier, qui est à l'origine de la contre-performance du fonds. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la courbe des taux. On se place au mois de mars. C'est la courbe des taux. Un jour, un mois, là on arrive au mois de juillet, donc c'est 4 mois, jusqu'à quasiment un an. Au mois de mars, la courbe des taux anticipait 3,5 hausse des taux. Donc, le marché disait, le marché disait en mars, à horizon du mois de novembre, eh bien, la Fed va remonter ses taux 3,5 fois. C'est ça que dit ce graphe. Si on le lit comme ça de manière transversale, c'est donc la courbe des taux jusqu'à un an. Donc jusqu'à un an, les taux disaient, dans 2 mois, la Fed monte de 2,5 fois, c'est le chiffre ici. À horizon juillet, elle aura monté de 3,5 fois. Et peut-être, quand on va basculer vers la fin de l'année, il est possible que la Fed baisse ses taux. Arrive le choc SVB. Regardez comment la courbe des taux se déforme. On passe de 3,5 hausse des taux à 3 baisses de taux. Boum, en une journée. D'accord ? Donc, on enlève 6,5 variations de taux d'intérêt. On passe d'une Fed qui monte à une Fed qui baisse et dans une amplitude qui correspond à environ 150 points de base de variation dans la journée. Voilà. Les taux américains se détendent de 150 points de base. On touche du doigt que lorsque le fonds est positionné avec moins 6 de duration et subit un Black Swan, qui est un choc sur les banques commerciales, qui se répète derrière avec Crédit Suisse et First Republic, un peu plus tard, on comprend que quand le fonds est à moins 6 de duration, exposé à la poursuite de la hausse des taux, et que le marché tout d'un coup réagit en disant non, mais boum, il ne s'agit pas de hausse de taux, il s'agit de baisse de taux en urgence de la Fed et dans une amplitude de 150 points de base, donc 3,5 hausse, 3 baisse, ça fait 6,5 amplitude de 25 BP. On passe d'un cycle de hausse de taux à un cycle de baisse de taux en instantané. On comprend que 150 BP avec une duration de moins 6, eh bien, ça crée un fonds qui va vraisemblablement sous-performer de moins 9% dans la journée. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et alors, c'est pas fini, parce que le 13 mars, le marché, face au choc, induit un positionnement à la baisse des taux de 3 Fed, donc de 3 fois 25 BP. Le lendemain, les taux remontent. On passe de 3 baisses de taux successives
à la moitié. Plus que une baisse de taux et demi, c'est ça que ça dit. Donc, le lendemain, dans un mouvement de panique incroyable, la courbe des taux continue à se déformer et revient sur la moitié de ses anticipations du 13 mars. Le 24 mars, regardez comment cette courbe, donc 10 jours plus tard, se déforme de nouveau. Les taux d'intérêt US rallient de nouveau pour passer de une baisse de taux en urgence, une baisse et demie de taux en urgence, à horizon fin de l'année, à 4 baisses de taux. Voilà. Donc c'est cette séquence extrêmement violente où on passe de hausse de taux à baisse de taux, moindre baisse de taux, plus forte baisse de taux, qui fut extrêmement pénalisante pour le fonds et qui est ni plus ni moins que cette volatilité que je vous montrais précédemment et qui s'est jamais produite dans le passé. Ici, c'est une vision générale. Là, c'est une vision un peu plus pointue de déformation de la courbe des taux qui, en l'espace de quelques jours, passe d'un univers où les taux sont censés remonter et où on prévoit au moins 3,5 hausses de taux à un univers où le marché anticipe que la Fed va les baisser 4 fois. Donc, on monte de 3 fois, on baisse de 4 fois, ça veut dire 7 fois en cumulé. Ceci, dans mon expérience de gérant, c'est jamais produit dans le passé. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher. L'autre explication, si vous voulez, à la contre-performance du fonds au-delà du mois de mars, puisque, comme je l'ai montré dans les performances comme en calendaire, il ne s'agit pas simplement du mois de mars qui a été compliqué, mais de la séquence. La séquence, elle est compliquée, effectivement, parce que schématiquement, depuis le choc, les marchés financiers sont perdus et démontrent des variations erratiques qui sont extrêmement pénibles à vivre, extrêmement pénibles à gérer et à manager. Alors, on touche un peu du fin ces variations, on touche un peu du doigt la fin de ces variations en ce moment, mais regardez entre le mois de janvier et le mois de juin ce qui se passe, par exemple, sur la parité euro-dollar. Plus 5, moins 4, plus 5, moins 4, plus 3,5 et une phase baissière actuellement. On est en pourcentage, il s'agit de l'euro-dollar depuis le début de l'année, donc qui évolue dans un range qui distribue des portes de saloon, comme on dit de manière un peu prosaïque, entre 1,05 et 1,10 environ. Ces variations erratiques ne permettent pas à une gestion de type global macro de se déployer. Une gestion globale macro, c'est une gestion qui s'appuie sur des thèmes et qui s'appuie sur des trends, et des trends de moyen terme. Là, on voit bien que ça n'est pas du tout un environnement qui est profitable au fond et dans lequel on se prend les pieds dans le tapis régulièrement, ce qui explique notre sous-performance. Cette sous-performance, elle n'est pas liée uniquement à des variations erratiques sur le change, mais on retrouve ces variations erratiques, par exemple, sur le 10 ans européen, le 10 ans allemand. Regardez ce que font le taux de 10 ans depuis le mois de janvier. Moins 60 BP, plus 80, moins 80, plus 60, moins 30, plus 30, moins 30, plus 30, moins 30, plus 30. Donc un environnement qu'on appelle aussi, pardonnez-moi, la boîte à claques, qui est extrêmement compliqué à gérer et qui est à l'origine de cette séquence à répétition de performances négatives mensuelles entre le mois de mars et aujourd'hui. On retrouve le même pattern sur quantité de classes d'actifs. Il faut vraiment avoir le nez dans le moteur et avoir les mains au volant pour se rendre compte à quel point le marché est compliqué. Et j'ai jamais vu un marché financier aussi compliqué pour vous parler crûment dans toute ma carrière. Regardez les banques européennes. Les banques européennes traduisent donc cette absence de normalisation et c'est des variations erratiques extrêmement compliquées et répétitives. Même pattern, même comportement des actions chinoises
qui ne sont pas en trend, mais en trading range. Ce trading range, c'est vraiment le pire environnement de marché pour un fonds comme le nôtre, ce qui explique pourquoi on a du mal en ce moment. Néanmoins, ces produits, et c'est ça qui est rageant, notre thème du Big Flip, sur lequel je vais revenir, mais néanmoins, le Big Flip, ces produits, c'est extrêmement rageant. Qu'est-ce que c'est que le Big Flip? C'est, encore une fois, la conviction de début d'année selon laquelle les taux américains n'allaient pas baisser, mais continuer leur ascension, que la Fed allait remonter ses taux. Le choc SVB s'est traduit, comme je l'ai expliqué, par exactement le contraire. Donc, les taux d'intérêt, ici, c'est le taux 1 an, au lieu de poursuivre leur montée, comme c'est le cas aujourd'hui, baisse violemment sous l'impact du choc, délivrent des variations erratiques jusqu'au mois de mai avant de reprendre leur ascension. Pourquoi le fonds n'arrive pas à profiter finalement de cette ascension que l'on avait anticipée en début d'année et qui a été violemment perturbée par le choc SVB? Eh bien, parce que quand se produit un tel choc sur les taux, on est obligé de déleverager le fonds. Donc, le travail que j'ai fait entre le mois de mars et aujourd'hui, c'est précisément celui de progressivement retirer le risque du fonds. Ça n'est pas possible de porter un niveau de risque très élevé face à un environnement de marché extrêmement perturbé et risqué, raison pour laquelle ce thème, qui est le bon thème, au lieu de rapporter de la performance positive au fonds, finalement a coûté au fond, et ce thème qui a été enlevé puisqu'on a deleveragé de manière prudente ne malheureusement se traduit pas par une reprise de performance positive pour le fonds. Et évidemment, c'est très frustrant, c'est désolant, mais c'est un peu malheureux, c'est un peu la vie. Autre élément de contre-performance, bon, la normalisation de la Banque de Japon que j'attendais, que j'attends toujours, ne s'est pas produite et est contrariant. Notre scénario également, qui était le corollaire de la réaccélération haussière des taux d'intérêt en début d'année, pouvant se traduire par des accès de fragilité sur les actions européennes, ne s'est pas produit. Vous avez vu évidemment que, par exemple, pour être très prosaïque, le CAC 40 a continué à monter, ce qui n'était pas notre anticipation. J'anticipais également une résolution très lente du debt ceiling aux États-Unis et donc très lente du sujet que fut le plafond de la dette américaine. Ce sujet, finalement, mea culpa, a été résolu de manière extrêmement rapide. Et enfin, j'anticipais sur fond de hausse de taux, une fin de rallye sur les valeurs de croissance, notamment américaines. Et ici, parce que les taux d'intérêt réels, enfin, malgré la remontée des taux d'intérêt réels, que j'ai mis en échelle inversée, donc il faut aller sur la gauche, les taux d'intérêt réels, qu'est-ce que c'est? C'est ce graphe en bleu. Donc, quand ça monte, échelle de gauche inversée, les taux baissent. Ici, en 2022, on se souvient, les taux d'intérêt réels remontent fortement, causant une consolidation très baissière sur les valeurs de croissance aux US. En 2023, alors que les taux d'intérêt sont dans un range, notamment les taux d'intérêt réels sont dans un range, mais dans un range qui est plutôt en ce moment, notamment d'ailleurs, à la reprise haussière des taux d'intérêt, échelle de gauche inversée, quand je vais vers le bas, les taux montent. Et bien malgré ça, le secteur de l'AI est en lévitation. Ce que montre ce chart, c'est la corrélation historique depuis début 2018 entre les taux d'intérêt et les valeurs de croissance, notamment US. Donc, quand les taux d'intérêt réels, nominal moins inflation, baissent, et que je vais vers le haut, alors ça profite c'est très risqué, ça profite à un environnement du coup de marché, notamment valeurs de croissance, qui est très bon. Donc, le Nasdaq américain, par exemple, profite de la baisse des taux
consolide quand les taux remontent. Et là, on a vraiment de manière très explicite, je crois, cet engouement pour l'AI qui ne repose pas sur des taux d'intérêt qui seraient amenés à baisser, mais au contraire, qui en réel continuent leur augmentation là sur la période récente. Et je crois que ceci est évidemment une bulle, mais on sait que les bulles peuvent durer longtemps. Et donc que cet engouement, s'il ne se traduit pas par des résultats tangibles pour les entreprises concernées, cet engouement devrait s'arrêter. Donc, l'ensemble des éléments que je vous ai présentés sont à l'explication, sont à l'origine de cette contre-performance qui a touché en fait toutes les classes d'actifs du fonds, que ce soit les actions, le crédit, les taux en particulier et les devises. Alors, comment on se sort de cette période ultra compliquée et comment apporter des éléments finalement qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir et d'estimer qu'on va revenir à une distribution mensuelle des performances du fonds plus régulière ou plus normale, ou plus cohérente. Les nouveaux thèmes du fonds, c'est celui qui se produit sous nos yeux depuis un mois et qui est la réaccélération haussière des taux d'intérêt. Cette réaccélération haussière que je qualifie de Big Flip 2.0, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur une inflation sous-jacente, notamment aux États-Unis, qui est persistante. Qu'est-ce que c'est que l'inflation sous-jacente? C'est l'inflation qui n'est pas expliquée par les données volatiles et donc par les données de l'énergie. Pourquoi je me focalise sur les États-Unis? Parce que la macro aux États-Unis donne le là. Et si la macro aux États-Unis donne le là pour la macro mondiale et pour les marchés mondiaux, alors il faut s'y focaliser. Ce que je vais vous expliquer, c'est que l'inflation sous-jacente est persistante. Et cette inflation sous-jacente persistante induit une poursuite de la remontée des taux d'intérêt et une fin que l'on commence à sentir avec des variations comme celle ou des journées comme celle d'hier, donc une fin progressive du rallye des actifs risqués. Je pense que cette fin progressive du rallye des actifs risqués va se matérialiser entre le deuxième semestre de cette année et le deuxième semestre de l'année prochaine. Je vais expliquer pourquoi. Désynchronisation des banques centrales, c'est toujours un thème de prédilection du fonds qui, en ce moment, va nous permettre de nous redéployer sur des trades de portage. Le portage, vous connaissez bien, on connaît bien chez Sony, portage au travers du crédit, notamment investment grade, mais pas seulement, également du portage au travers de quelques positions en carry positif sur les devises. Et enfin, un thème de prédilection qui est toujours dans le fond, auquel on n'a pas touché et qui concerne les autres transitions, pas simplement les transitions énergétiques, mais les autres paradigmes dans l'univers de l'énergie, bien sûr, dans l'univers de l'énergie fossile en particulier, et également dans l'univers de la défense. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un fonds qui n'a jamais été un fonds bear. Dans le fond, par moment, on est extrêmement positif sur la croissance du prix des actifs. Par moment, on est beaucoup plus prudent. Là, on vous présente une allocation de thème qui est une allocation qui est mesurée, parce que je pense qu'il y a encore de la valeur dans les actions, il y a encore de la valeur dans le crédit, même si on s'approche progressivement sous fond d'inflation persistante de la fin du rallye des actifs risqués. Donc, le fonds que j'entends déployer, et les thèmes que j'entends déployer en S2 sont des thèmes qui sont assez mesurés, plutôt conservateurs quand même, et sachant que le curseur pour se protéger contre la baisse à venir des marchés actions va être poussé entre le S2 de cette année et le S2 et le S1 de l'année prochaine. Donc entre ce deuxième semestre et puis le premier semestre de l'année prochaine. Donc, premier thème, Big Flip 2.0, que je requalifie ici de économie ex post-inflation. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'en période d'inflation, se produit quelque chose qui est nouveau et qui est les très fortes variations du cycle économique, d'un cycle économique aux États-Unis qui
accélère, décélère, décélère. Ça, c'est typique. Hein. Vous savez que le marché de l'immobilier, par exemple, aux US, est un marché qui a montré des signes de faiblesse importante en ce début d'année et qui montre des signes de réaccélération. Ça, c'est typique d'un environnement macro de type ex-post inflation. C'est-à-dire, l'inflation vient perturber la sensation de la richesse. Elle provoque par moment la sensation d'être riche et elle provoque par moment la sensation de ne pas l'être. Ça, c'est assez typique d'un univers où le niveau d'inflation est supérieur à 4%. Ce sont des choses qu'on a déjà vécues dans les années 60 et 70. Ce qui qualifie également cet univers d'ex-post-inflation, c'est finalement la prédominance des flux techniques versus les fondamentaux. Les flux techniques qui viennent nourrir les bulles, et notamment cette bulle sur l'AI, qui peut paraître justifiée, pourquoi pas encore en termes de valorisation, même si il me semble qu'elle devra toucher on va arriver sur des niveaux excessifs bientôt. Et donc, ce thème, c'est finalement celui d'une hausse modérée des actifs risqués avant retournement. C'est ça la brique élémentaire du fonds au cours du deuxième semestre de cette année. Pourquoi je dis que les cycles accélèrent et décélèrent en ce moment? Eh bien parce que, regardez en haut à gauche, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici du CPI américain, tout le monde le connaît, donc depuis 1965. Le CPI américain, donc ici c'est le CPI headline, eh bien la désinflation est entamée. Cette désinflation, je pense que elle ne va pas nous permettre de revenir sur des niveaux qui étaient ceux d'avant, de l'ordre de 2%. Pourquoi? Parce que la boucle prix-salaire est fortement engagée. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et c'est le chart bleu, c'est la variation des salaires aux US. Et malgré la désinflation, les salaires, eux, ne bougent pas parce que le marché du travail, notamment, est extrêmement résilient et va continuer à l'être. Ce phénomène ici, et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'univers actuel qu'on a du mal à saisir, mais ce phénomène de baisse de l'inflation, mais de maintien de la progression des salaires à un niveau élevé, se traduit par une augmentation finalement des revenus réels des ménages américains. Les ménages américains voient leurs revenus réels augmenter malgré l'inflation sur la période récente. Donc, notamment depuis la fin de l'année dernière, le début de cette année, un cycle de désinflation, mais qui va bottomer, je pense, s'est engagé, alors que la boucle prix-salaire permet aux revenus des ménages d'augmenter. Donc, le revenu des ménages augmente, il augmente plus vite que l'inflation, les revenus réels augmentent. Ces revenus réels se traduisent donc par une sensation de richesse qui se déploie dans l'économie américaine et ne permettent pas ne donne pas du tout raison à des scénarios que vous avez déjà entendus qui seraient des scénarios de récession. Les US ne sont pas en récession, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pour ça que le taux d'intérêt devrait, aux États-Unis, continuer à monter et que l'accès que j'attends de fragilité sur les marchés actions, ça n'est pas mûr. On n'a jamais vu les actions corrigées dans la durée dans un cycle économique qui est en expansion. Pourquoi je dis que le cycle économique est en expansion? C'est très clair ici sur le chart du bas. Qu'est-ce que c'est que ce chart? C'est le rapport entre l'emploi et la population active. Donc, c'est le rapport entre le nombre d'offres d'emploi et la population active. Le nombre de création d'emplois augmente relativement à la population active. Et on sait que dans les périodes historiques, c'est quand ce chiffre baisse, quand l'emploi et quand le chômage monte, c'est quand le nombre de création d'emplois se contracte très nettement relatif à la population active que vous avez des périodes de récession qui sont ici en gris. Les périodes de récession sont homogènes ou se produisent lorsque l'emploi se contracte. Pas du tout lorsque l'emploi se développe. Et donc, on a tous appris en économie que l'un des moteurs de la croissance, c'est l'emploi.
puisque l'emploi est fort, vous n'êtes pas en récession, vous ne pouvez pas l'être pour le moment. Et malheureusement, parce que vous avez de l'inflation, la Fed, les banques centrales dans les pays développés n'ont pas d'autre possibilité que de remonter les taux d'intérêt pour calmer ce marché de l'emploi qui est robuste. Alors, il y a des explications historiques et des structurelles à cette robustesse de l'emploi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est l'économie américaine dont dépend les économies périphériques ne sont pas en récession. Et bien sûr que ce sentiment de richesse et ce sentiment de il n'y a pas de récession, il est visible dans l'optimisme du consommateur américain. Et que vous voyez ici, c'est-à-dire un rebond des indices, des surveys, donc un rebond des enquêtes auprès des ménages et qui se traduit par un rebond de la consommation en biens durables. Économie ex post-inflation, effectivement, c'est un univers qui est plutôt favorable au risque. Néanmoins, vous avez un poids qui pèse sur cet univers, qui est la volonté des banques centrales des pays développés de casser la spirale de l'emploi, cette spirale positive. Comment on fait ça? Eh bien, en politique monétaire, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de s'appuyer sur la courbe de Phillips. Qu'est-ce que c'est que la courbe de Phillips? C'est ici, entre 1960 et 1969, et ici sur une période plus récente, la relation qui existe entre le taux de chômage et le core CPI, donc, et l'inflation cœur, l'inflation résiliente, celle qui nous intéresse. Ce qui se produit, c'est que normalement, il existe une relation qui est assez souple dans le temps, assez linéaire, assez propre. Normalement, vous avez une courbe qui est comme ça. Eh bien, sur la période récente, on est en train d'aller en transition vers ce qui s'est déjà produit avant, c'est-à-dire une relation qui est beaucoup moins linéaire entre l'emploi et l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire baisser l'inflation, on n'a pas d'autre moyen, quand on est une banque centrale, de faire remonter le taux de chômage. Et que la remontée du taux de chômage produit un effet sur l'inflation avec un moment, une barre de seuil, et cette barre de seuil, elle est au-delà des 4%. Voilà. Le taux de chômage en ce moment aux US, il est largement en dessous des 4%, ce qui explique que le CPI cœur soit élevé. Il n'y a pas d'autre possibilité que de faire remonter le taux de chômage, ce qui va se traduire par soit une poursuite du cycle de hausse de taux, soit des taux d'intérêt qui vont rester élevés pendant longtemps. Donc, c'est un peu là que se situe le point de tension. Voilà. Donc, l'économie ex post-inflation, c'est ça. C'est une économie dans laquelle l'emploi est fortement résilient du fait de la perception de la richesse que je vous ai expliqué avant et d'une économie qui ne veut pas se normaliser. C'est vraiment ça le gros problème de la Fed. Désynchronisation des banques centrales, mon deuxième thème, qui traduit un environnement qui est positif pour le portage. Qu'est-ce que c'est le portage? Donc, je crois que je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Portage sur le crédit, portage sur les devises qui sont de bonne qualité, mais contre des devises, par exemple, qui apportent un taux d'intérêt qui est plus faible. Typiquement, le franc suisse, par exemple. Si vous empruntez en franc suisse et que vous replacez le fruit de cet emprunt sur, par exemple, du dollar à 5%, eh bien, vous captez 4% de taux d'intérêt. C'est ce à quoi va s'employer le fonds dans les mois qui viennent. Et pourquoi c'est intéressant de le faire maintenant? Parce que vous continuez à avoir une divergence qui est assez importante entre la Banque du Japon qui ne normalise pas ses taux, les taux suisses, par exemple, qui restent beaucoup plus bas, la Banque de Chine qui pratique de la relance, notamment de la relance monétaire en ce moment avec des taux qui sont bas, et de l'autre côté du monde, des pays qui sont très sains, comme notamment le Brésil, sur lequel on aime bien se porter et sur lequel on va se déployer. C'est juste un exemple. Je passe sur ce slide que vous connaissez tous, qui est la mise en perspective de la politique monétaire en jaune de la Banque du Japon versus les autres pays du monde
qui, eux, ont fortement normalisé les taux depuis 2022. Et il n'y a pas que la Fed, d'ailleurs, on le voit bien, il y a également la Banque du Canada qui est assez agressive dans sa remontée des taux d'intérêt. Voilà. Je vous ai parlé du Brésil, on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais vous parler du positionnement du fonds pour se projeter vers la suite. Mais bien sûr, on aime beaucoup le Brésil. Pourquoi? Bon, parce que la Banque centrale a remonté ses taux en avance contre tous les autres pays du monde. On y trouve des taux d'intérêt qui sont à 13%, parce que l'économie est saine, parce que le trend de désinflation est important, parce que vraisemblablement les prochains mouvements de la Banque centrale brésilienne sont des mouvements à la baisse des taux et non pas à la hausse des taux. Et puis parce que de manière plus structurelle, le Brésil, comme vous le savez, est un produit exportateur de pétrole et qu'on pense que il y a quelque part devant nous une remontée des prix du pétrole qui vont se traduire par du coup des retombées positives pour la balance commerciale brésilienne. Souvenons-nous que le Brésil, par exemple, exporte par jour au moins 3 millions de barils jour, contre 2 avant 2020, et est devenu le premier pays exportateur, pas simplement de pétrole d'ailleurs, mais de denrées agricoles également. Je passe assez rapidement. Enfin, ça c'est un thème que j'ai déjà développé par le passé, donc je ne vais pas trop m'engager dans des détails, mais l'autre transition, qu'est-ce que c'est? C'est la transition, les autres transitions, donc notamment la transition énergétique, mais traduit un regain d'appétit pour les entreprises du secteur du nucléaire. Alors en Europe, on n'a pas beaucoup de moyens pour s'exprimer sur le nucléaire, on en a beaucoup plus aux États-Unis, et le fonds porte des expositions via des sociétés, donc des expositions actions via des sociétés du secteur du nucléaire aux États-Unis, par exemple. Dans cet autre thème, je l'aborde brièvement, mais si on pense que l'économie américaine est pas du tout en récession, que la Chine met les moyens pour croître à un niveau supérieur à 5%, et que les stocks de pétrole sont extrêmement faibles dans le monde, eh bien, sans rentrer dans les détails, on a un setup, une configuration qui rend la remontée du prix du pétrole possible. Et donc, le fonds va se déployer sur le secteur de l'énergie et sur les grandes compagnies pétrolières qui distribuent des dividendes et dont les valorisations sont très faibles. Alors, j'ai été un peu vite, puisque ça, c'est vraiment l'illustration de mes propos, donc je vais être assez facile là-dessus en lisant, donc des inventaires historiquement bas, une demande menée par les marchés émergents, un appareil productif qui n'est pas dans le meilleur de sa forme, et des tensions, on peut penser à des tensions géopolitiques, le tout se traduisant par sans arrêt la volonté de l'OPEP de faire remonter les prix du pétrole en diminuant la production. Alors on sait que l'OPEP a une main qui est de plus en plus faible dans le contrôle des exportations, dans le processus de la production et d'exportation mondiale, mais on voit bien qu'on a un environnement qui est favorable à la remontée des prix, ce qui va se traduire par des expositions dans le fond dans cette direction, et ce qui nourrit évidemment cette inquiétude qui est que si les prix de l'énergie remontent dans la deuxième partie de cette année, alors la désinflation va se calmer et vraisemblablement l'inflation peut revenir. Ce que je vous dis là, c'est vraiment le fait que l'inflation, quand elle dépasse un certain niveau, se manifeste par vagues. Et je pense qu'on a devant nous, pas simplement en 2023, mais vraisemblablement dans les années suivantes, des vagues successives d'inflation et de désinflation. Et donc, un premier thème de stop and go qui va faire du sens. Je ne reviens pas sur le nucléaire. On sait, quand on revoit, quand on lit l'actualité quotidienne, que ce sujet du réinvestissement, qui n'est pas simplement un sujet français, mais également un sujet suédois, par exemple, ce réinvestissement dans les centrales est un thème structurel et un thème du fond que l'on déploie.
Alors, du coup, quel est le positionnement et quelles sont les perspectives? Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais précédemment, SP2 est un fonds qui a été puissamment déleveragé. Hein. C'est la partie verte. La perte maximale potentielle du fonds, elle est de moins 1%. Donc, on a extrêmement diminué le niveau du risque du fonds, dans lequel vous allez retrouver un taux actuariel via les expositions crédit qui est 4%, qui est un taux qui est modéré, une exposition action en ce moment qui est très modérée, et je vous prie de me croire que je suis attentivement les fluctuations depuis 48 heures sur les marchés actions pour savoir si oui ou non c'est le début de cette consolidation que l'on attend, ou bien si ça n'est qu'un épisode ponctuel. Donc mon point c'est quoi? C'est le levier qui était élevé du fonds a fortement diminué et est sous contrôle, et qu'on se tient paré à mettre en place un fonds beaucoup plus prudent et beaucoup plus négatif sur la classe d'actifs ou sur les actifs risqués. Donc pour le moment, le fonds est déleveragé, raison pour laquelle les chocs répétitifs subis ne peuvent pas se produire, et le fonds fait du carry sur les taux investment grade européens notamment, garde une sensibilité aux actions qui est légèrement positive. Vous savez que le fonds peut s'exprimer entre moins 50 et plus 50. Et passer la semaine actuelle et la semaine future, qui vont voir des chiffres économiques qui vont être clés pour la suite, il est fortement possible que l'exposition action passe en négatif de manière très sensible. Donc aujourd'hui, c'est un fonds prudent, et d'un fonds prudent, on va passer à un fonds qui va continuer à gagner par ses expositions transversales sur le nucléaire, sur le pétrole, sur les pays émergents, dans une recherche de carry, mais sur les indices actions traditionnels qui se tient paré à être très négatif en S2 si on perçoit que ça y est, la consolidation arrive. J'en suis pas certain à ce stade-là, mais on est vraisemblablement pas très loin. L'exposition devise, elle, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Elle est plutôt prudente également. Un fonds prudent qui va être encore plus prudent, voire baisser sur les actifs risqués dans l'attente de quelques confirmations macroéconomiques que j'attends dans les jours qui viennent. Ce deleveraging, il se voit, il est visible. Qu'est-ce que c'est ici? Vous voyez, c'est le levier du fonds finalement, ou c'est la VaR du fonds qui fut très élevée en 2023, qui a augmenté. Donc c'est surtout la CVaR ici en pointillé rouge qui a augmenté du fait de la volatilité des marchés actions, ce qui nous a poussé à déleverager. On voit bien en tendance ce deleveraging qui s'est produit et qui nous permet d'arriver à un niveau actuel qui est un niveau très faible, et donc un niveau de risque en capital qui est très faible, et nous sommes parés, comme je l'expliquais, à nous redéployer. Donc, pourquoi on pense que le fonds va revenir dans un niveau de comportement beaucoup plus homogène avec ce qu'on a déjà fait dans le passé. Premièrement, parce que après s'être pris un peu les pieds dans le tapis, et c'est peu de le dire, dans ce choc SVB, Crédit Suisse, First Republic sans précédent, le fonds est en duration neutre aujourd'hui au global, et cette duration neutre aujourd'hui au global, elle s'exprime au travers d'un long duration, donc d'un arbitrage. On est une longue duration en Europe. L'Europe, elle, est dans un univers qui est beaucoup plus récessionniste, et on est en duration courte aux US. Je pense que ça, c'est vraiment le bon positionnement qu'il faut continuer à porter. Ce que je vous expliquais, c'est qu'on va construire progressivement des couvertures contre le risque de consolidation qui peut être soit larvé, soit violent sur les stocks, tout en maintenant une recherche de carry sur les devises ou sur le taux d'intérêt investment grade corporate
en Europe notamment, qu'on connaît bien chez Sony. Enfin, on a un hedge global qui est que si la Banque du Japon normalise au mois de juillet et provoque une surprise, ce que je ne crois pas, néanmoins, on porte une position longue sur le yen qui permet de protéger le portefeuille si toutefois un choc se produit et qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place ces couvertures progressives contre le risque. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est le fonds est géré de manière plus prudente aujourd'hui, va se déployer dans une version assez conservateur et assez axée sur la protection en capital dans les semaines qui viennent et axée sur la recherche de performance malgré un accident sur les marchés financiers qui pourrait se produire entre maintenant et soit la fin de l'année, soit le milieu de l'année prochaine. Pourquoi ça donne, si vous voulez, des perspectives? Parce que ce type de positionnement défensif a déjà porté ses fruits dans le passé. Et on a déjà réussi à capter beaucoup de performances, en particulier contre nos concurrents, dans un positionnement un peu défensif. Donc, si vous voulez, même si le cycle américain est en expansion, la remontée des taux d'intérêt, à un moment donné, va se traduire par un choc sur les marchés financiers. Ce choc, aujourd'hui, on est préparé. On est suffisamment robuste pour le porter et on est préparé pour en profiter. C'est vraiment ce message que je voulais vous donner en termes de positionnement et de perspective. Pour faire ça, alors peut-être que Christophe, tu vas en parler, mais on onboard sur le fond de nouveaux moyens, des moyens supplémentaires qui vont nous permettre d'être meilleurs. Alors, déjà, merci beaucoup, Étienne, pour à la fois la richesse de l'explication, parce que c'était très complet. Alors, certes, c'était un peu long, mais c'était important de notre point de vue de redérouler ce qui s'est passé avec aussi une très grande transparence, mais ça, il y avait assez peu de doutes sur ce sujet. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y en a une grande partie auxquelles on a déjà répondu, d'autres sur lesquelles on va répondre. Il y a une question, là, je te repasse la main avant de reparler de l'évolution de l'équipe, mais juste une question sur le pétrole, sur la vol sur le pétrole. Est-ce que c'est un sujet qui va nous permettre de gagner de l'argent? Est-ce qu'un sujet qui est compatible avec les séquences de hausse sur la Chine, des choses comme ça? Est-ce que sur le pétrole, on a un avis tranché? On a un envie. En fait, si on regarde l'évolution des prix du pétrole, encore une fois, on a un contexte qui est favorable à la remontée des prix, notamment parce que les prix sont bas. Donc, oui, on est dans une forme de trading range en ce moment. Ce trading range, on le voit bien, il se présente sur la majorité des classes d'actifs. Mais si le cycle, notamment le cycle américain, continue à démontrer de la résilience et que l'Amérique latine se porte bien et que la Chine relance, je ne vois pas comment ces prix du baril peut rester faible. Ce qu'il faut bien comprendre avec le pétrole, c'est un actif qui mine verte. Quand les prix sont bas, les compagnies pétrolières détruisent des capacités de production. En les détruisant, eh bien, elles produisent, en cas de réaccélération du cycle, un effet de goulot d'étranglement. Donc, la vol du pétrole va perdurer. Néanmoins, je pense qu'on va en tirer profit. Voilà. Alors, pour revenir donc sur de nombreuses questions sur comment le fonds est géré, sur l'équipe. Alors là, aujourd'hui, évidemment, c'est Étienne qui est en front parce que c'est le gérant du fonds. Je vous rappelle que ce fonds, il est aussi positionné avec un risk manager parce que dans ce type de véhicule d'investissement, la notion de contrôle des risques est très importante. Et d'ailleurs, ça va répondre à une des questions qu'on a eues tout à l'heure sur, en fait, quand les taux courts ont baissé très fort, pourquoi vous n'avez pas gardé la pause et pourquoi vous n'avez pas repris la hausse comme c'était nécessaire? Parce qu'à un moment donné, le contrôle des risques, et c'est aussi ce qu'on attend sur ce type de véhicule d'investissement, fait qu'on doit couper la position pour ne pas emmener le fonds à volo. Alors là, évidemment, c'est facile de refaire le match en arrière en disant bah oui, on aurait dû conserver la pause, sauf qu'à un moment donné, la baisse est violente sur cette position sur les taux courts, et donc de fait, le contrôle des risques nous oblige, et c'est plutôt sain aussi de couper cette pause pour pas que ça dérape, parce qu'à un moment donné,
l'événement SVB survient, plus personne ne sait trop comment ça va se passer. Et Étienne l'a très bien montré tout à l'heure avec les différentes chartes sur les taux courts américains. Donc, ça, c'est une manière de travailler qui est quand même très importante. Et c'est ce qu'on avait dit depuis le début nous avons créé ce fonds, que le contrôle des risques est un sujet très important pour éviter d'emmener le fonds à moins 40 ou moins 50, parce que ce n'est pas l'objet de ce type de véhicule d'investissement. Au-delà de ça, on a aussi décidé d'augmenter l'équipe sur ce fonds, puisqu'on va s'adjoindre le conseil d'une personne externe à la société qui s'appelle Christophe Ollary. Alors, je pense que certains doivent le connaître, tu peux en parler d'ailleurs, Étienne, hein, qui est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est brillantissime, qui s'est exprimé à de nombreuses reprises sur notre chat Global Macro, qui a une très grosse expertise dans cet univers-là, qui va venir appuyer Étienne et Pascal sur la partie contrôle des risques, sur les différents éléments qu'on est capable de prendre en considération aujourd'hui pour faire remonter le fonds et sur la stratégie future, sur les thèmes futurs. Donc Étienne, si tu veux en dire un mot, c'est aussi avec plaisir. Oui, absolument. Donc, conscient que l'environnement de marché est l'un des environnements les pires qu'on ait connus dans nos carrières. La décision, et je remercie Christophe évidemment pour ça, est d'adjoindre à l'équipe de gestion l'expertise d'une personne, Christophe Ollary, qui a 30 ans d'expérience sur les marchés financiers et qui est au-delà de ce nombre d'expériences, qui donc n'est pas un junior, à travailler dans des environnements aussi différents que Lehman Brothers, West LB, Mizuho, RBC, Millennium, et qui depuis a monté une activité de conseil en gestion macro et qui est vraisemblablement en Europe et au-delà l'un des 10 experts sur le sujet. Et c'est pas simplement un expert en macroéconomie, c'est un expert en gestion. Je suis en train de vous parler d'un profil de gérant macro senior extrêmement successful et qui va être rentrer à mes côtés en tant que advisor externe de manière à nous aider et nous accompagner dans la navigation en fait dans cet univers macro qui est perturbé et perturbant. Il est perturbant pour vous, il est perturbant pour moi et qui va nous aider à nous engager vers la recovery du fonds. Donc chez Sony, on prend conscience que on a besoin d'éléments supplémentaires, on a besoin de complémentaires et on est allé chercher très précisément un expert qui va nous épauler. Alors, ensuite, il va falloir, sur ce slide qui est encore à l'écran, je pense qu'il y a une forme d'incompréhension entre le fait d'être dans un positionnement défensif, fait que le fonds ne va pas remonter, qu'on ne va pas générer de performance. Je pense qu'il y a une incompréhension entre ce que tu as dit tout à l'heure, alors que moi j'entends bien parce qu'on se voit tous les jours, et le fait de quelle va être la recovery du fonds et est-ce qu'on peut imaginer que le fonds retrouve meilleure fortune. Alors, défensif, qu'est-ce que ça veut dire ? Défensif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne crois pas que la consolidation, j'ai encore un doute là-dessus, je ne crois pas que les marchés financiers soient au bord du précipice, mais ça vient. Donc le positionnement défensif, c'est de vous dire que le fonds, c'est un des rares fonds qui peut faire ça dans l'univers des fonds distribués à Paris et en Europe. Le fonds peut être vendeur des classes d'actifs risqués à hauteur de 50%. Voilà. Donc, si les marchés actions consolident de 20% et qu'on se porte vendeur des classes d'actifs actions, CAC 40, Eurostock, S&P 500, MSCI World, etc., et qu'on va dans l'abord maximal d'exposition négative qui est de moins 50%, alors on va refaire le drawdown de cette année. Donc c'est ça que ça veut dire. J'entends la critique qui est qu'est-ce qui nous prouve que vous allez porter le fonds à moins 50. On l'a déjà fait dans le passé. On l'a fait notamment en début d'année dernière. Et c'est ce qui fait qu'en début d'année dernière et plus globalement sur l'année 2022, le fonds a rallié de quasiment 10%. On l'a déjà fait, on s'apprête à le faire. Le positionnement défensif, c'est on bâtit un fonds qui est costaud et qui s'apprête à se déployer vers
des positions vendeuses, agressives sur les classes d'actifs risqués. J'attends pour ça encore quelques éléments d'analyse. Voilà, mais on est prêt pour ça. Oui, le point important, c'est que il y avait un autre choix, c'était de faire all-in sur une pause en se disant, bah voilà, allez, petit bonheur de la chance et je vais essayer effectivement de rattraper la recovery. Ça, évidemment, c'est pas possible, c'est pas l'esprit, c'est pas comme ça qu'on a construit le fonds. Alors là, certes, les performances sont décevantes et on l'entend assez bien, mais l'idée, c'est qu'on va chercher à construire la recovery. C'est pas sur un trade, sur un mouvement et sur une supputation qu'on va chercher à le faire. C'est-à-dire que Étienne l'a bien montré tout à l'heure, le travail d'Étienne, de Pascal et de Christophe qui va nous aider, c'est de construire cette performance future. C'est pas d'aller au petit bonheur et de se dire bah, finalement j'ai eu tort, je double la pause en espérant finalement que j'ai eu raison. Parce que ça, pour le coup, de notre point de vue en tout cas, c'est pas de la gestion, c'est du bon taux et ça pour le coup, alors ça peut marcher, hein, mais je pense que sur la durée, et Étienne l'a bien expliqué tout à l'heure, je suis pas sûr que ce soit la stratégie qui fonctionne le mieux. Donc au-delà de la déception, l'idée c'est de bien comprendre ce qui s'est passé et surtout de construire ce qui va se passer demain. Et c'est comme ça qu'on va générer de la confiance. Alors d'ailleurs, il y a de nombreuses questions sur le fait de dire, bah, est-ce que nous, finalement, avec nos clients, on doit se réexposer? Est-ce que finalement, on profite du drawdown pour y aller? Alors là, c'est pareil, c'est une question qui est compliquée, mais au bout du compte, rappelez-vous ce qu'on dit depuis le début sur ce fonds d'investissement. C'est-à-dire que c'était un fonds dans lequel on ne cherche pas à jouer un timing de marché. Ce n'est pas un fonds de timing. C'est à la fois pas un fonds qui gère pas de classe d'actifs, mais ce n'est pas un fonds de timing. C'est-à-dire que finalement, on remet le métier sur les tables tous les jours avec des thèmes qui évoluent certes au fil du temps, mais sur des thèmes qui sont plutôt de long terme. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ça paraît plus facile pour celui qui va rentrer aujourd'hui, qui a vécu le drawdown, quand on voit la séquence de performance qu'Étienne a montré depuis, si tu peux remontrer le graphe, Étienne, la séquence des mois de performance depuis 2020, oui, on peut imaginer qu'on va revenir à meilleure fortune. Mais au bout du compte, ça c'est vraiment ce qui corrobore ce que je disais tout à l'heure, on va la construire, cette performance future. L'idée, c'est pas de se dire, bah, finalement, je reste sur les mêmes positions en espérant qu'elles vont remonter. Ça, c'est un biais cognitif qui semble pas être le bon. Et donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que voilà, là, la séquence, elle est exceptionnelle de 4 mois successifs. Ça, c'est jamais produit. Alors, ça veut pas dire que ça va pas continuer, mais ce qui veut dire, c'est que voilà, le choc, il est quand même exceptionnel. Hein, exceptionnel dans le sens où ça s'est jamais produit. Alors, certes, tout peut arriver de nouveau, mais en tout état de cause, on a pris les mesures nécessaires pour ne pas se retrouver non plus dans quelque chose qui dégringole. Et donc, l'idée du fonds, là, comme on l'a vu, c'est de restructurer quelque chose, de retravailler les thèmes et de générer de la performance au fur et à mesure, sachant que le trading range dont tu as parlé, Étienne, tout à l'heure, c'est un environnement qui est complexe. Et avant qu'on en sorte, il faut avoir un peu plus de certitude et c'est tout ce qu'on va chercher à faire sur les mois qui viennent. C'est apporter de la certitude, en tout cas dans les trades qu'on va effectuer, pour pouvoir redéployer cette performance sur la durée. Alors, est-ce que alors je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions en tout état de cause. Si toutefois ce n'était pas le cas, donc n'hésitez pas à nous contacter ou Blaise, Nicolas ou moi-même pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de ces questions-là. Et voilà, donc écoutez, on a fait bien plus longtemps qu'on avait envisagé. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous allez recevoir, comme j'ai dit en préambule, la présentation avec le replay et l'ensemble des données, l'ensemble des slides. Et puis, on reste à votre disposition, Étienne, Blaise et moi, bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires. Donc, merci à tous, merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Et puis, je vous dis de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt.